Bonjour à tous, à toutes. Merci d'être là si nombreux. On va commencer parce que c'est un sujet passionnant dont on va débattre maintenant avec des débatteurs passionnants qui ont joué un grand rôle dans ces derniers mois de crise sociale et politique où le travail n'a jamais été autant sur le devant de la scène. On a beaucoup parlé du travail, de la fin du travail, de l'après-travail. Alors ça a beaucoup été caricaturé, hein, le travail. On a beaucoup dit ceux qui défendaient cette réforme des retraites disaient que les gens ne veulent plus travailler, que c'est un problème. C'est peut-être un peu simple comme explication, hein, peut-être aussi que les gens ont envie de travailler autrement. On a vu que le Covid, cette pandémie, a finalement poussé les uns et les autres, les unes et les autres, à s'interroger sur ce que représentait le travail dans leur vie, quel sens à donner à leur travail. Et je pense que cette réflexion continue, elle est passionnante, elle va durer encore un moment, je pense. Voilà, donc pour en débattre, j'ai autour de moi, je vais les présenter dans l'ordre, hein, Boris Vallaud, député PS, Laurent Berger, patron de la CFDT, Dominique Méda, sociologue, et Bernard Friot, sociologue. Il y a un micro qui est disponible pour peut-être Sandrine Rousseau, qui nous rejoindra si elle est là, elle est en plein rush. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, il y avait débat autour de la proposition de loi Liot. Et je crois que c'est assez chaud en ce moment. Hein. Boris Vallaud, vous en revenez, vous pouvez en témoigner. Oui, je pourrais en témoigner. C'était assez accablant sur le plan du débat démocratique. Vous voyez, la démocratie a manqué dans la majorité chez les LR de démocrates ce matin. Très bien, ça c'est une bonne façon de résumer les choses. Et Sandrine Rousseau, si elle nous rejoint, nous en dira un peu davantage. Vous aurez l'info en direct. Voilà, donc je vais commencer par vous, Laurent Berger, parce que vous avez été l'homme de ces derniers mois qui a porté avec votre camarade de la CGT. Vous avez tout à coup, on a vu les syndicats liés, alors que pendant le premier débat sur le premier projet de réforme des retraites dans le premier mandat d'Emmanuel Macron, les syndicats étaient divisés. Vous étiez plutôt en soutien de la réforme des retraites première mouture. Et là, vous avez tapé du poing sur la table. On vous a beaucoup entendu, on vous a vu très en colère. Très énervé, très fâché, et surtout, et c'est pour ça que c'est tout à fait lié à notre débat du jour, fustigeant l'exécutif qui a mis cette réforme des retraites tout de suite sur la table dès les premières semaines quasiment d'Emmanuel Macron au pouvoir pour ce deuxième mandat, avant de lancer une réflexion justement sur le travail. Vous, votre thèse, c'est qu'il fallait d'abord réfléchir justement à ce que veulent les gens, comment ils veulent travailler, comment ils voient leur travail dans leur vie propre. Et ça, c'est quelque chose qui vous a mis très en colère. Le travail, et vous pensez qu'il y a un vrai travail de fond justement à faire sur ce sujet ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, ce que je pense depuis longtemps, ce qu'on pense à la CFDT depuis longtemps, c'est que le travail souffre d'une forme d'impensé dans le débat public, dans l'espace politique. Il est soit résumé à une approche un peu morale, vue comme une seule force productive, une seule donnée économique. Parfois, il est vu aussi à tort comme seulement un espace de souffrance et de difficulté. Or, le travail est une réalité sociale extrêmement forte qui structure la vie de beaucoup des citoyens, des hommes et des femmes qui sont la vie quotidienne. Moi, je résume ça souvent en disant, quand vous invitez des nouveaux voisins à boire l'apéro chez vous, quel est le premier ? Il ne se passe pas 30 minutes avant que vous demandiez ou que quelqu'un demande, mais vous faites quoi dans la vie ? Et en général, ça illustre assez bien que ça parle du travail. Donc le travail, ça fait longtemps qu'on est dans l'incapacité d'avoir un vrai débat sur le travail, qu'il est souvent caricaturé, il est maltraité, dans les deux écritures, maltraité parce que on ne sait pas l'appréhender, et maltraité parce qu'on ne sait pas en parler non plus. Et ce qui a été frappant dans cette réforme des retraites, c'est que ce n'est pas une réforme des retraites à n'importe quel moment. C'est une réforme des retraites à l'issue
une période incroyable, qui a été cette crise pandémique, qui a réinterrogé beaucoup de choses sur le travail, qui n'a pas forcément fait découvrir des multitudes de choses, mais qui a quand même révélé des choses qui existaient précédemment, mais qui n'étaient pas appréhendées. Son propre rapport au travail et l'articulation entre son travail et son temps personnel, le fait qu'un paquet de travailleurs était invisibilisé, et tout d'un coup on s'est aperçu que, oh bigre, ils étaient bien présents, et surtout, j'ai envie de dire, bien présentes, pour faire fonctionner la société, que chacun d'entre nous a pu aussi faire évoluer ses façons de travailler. Enfin, quand je dis chacun d'entre nous, une partie des travailleurs, 30% simplement, qui peuvent télétravailler, alors qu'on en a fait comme si c'était le débat qui concernait tous les travailleurs et travailleuses, et notamment ceux et celles qui étaient présents pendant le confinement à leur poste de travail dans des conditions dangereuses, dont on ne connaissait pas les choses. Donc, la première chose qu'il aurait fallu faire, c'est de se dire, mais il se passe quoi aujourd'hui sur le travail ? C'est quoi l'aspiration des salariés, des travailleurs, au-delà des salariés d'ailleurs? Et nous, on avait fait une enquête qui s'appelait Parlons Travail, qui montrait des choses assez frappantes. Il y a un attachement à son travail comme outil de reconnaissance, comme outil d'émancipation. Et donc, moi, je me porte assez en faux avec les discours qui consisteraient à dire que chacun cherche à fuir le travail. Ce n'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas nous, ce qu'on ressent aujourd'hui, ni dans les adhérents et de la CET, ni dans les salariés qui nous font confiance. Mais il y a une volonté de travailler mieux, d'avoir de la prise sur son travail, donc une volonté d'autonomie, il y a une volonté de pouvoir le réaliser dans de bonnes conditions. Vous savez, le truc le plus frappant dans cette crise pandémique, c'est que l'hôpital, qui était en grande souffrance avant, le seul élément positif que les professionnels de l'hôpital ont dit pendant cette période, c'est qu'au moins, on ne leur imposait pas de travailler selon telle méthode imposée par circulaire, mais qu'ils avaient de la marge d'autonomie et de la coopération nécessaire, absolument nécessaire. Donc, cette aspiration-là du monde du travail, avec des réalités différentes selon les secteurs professionnels, elle se confronte à une approche du travail qui, depuis quelques décennies maintenant, est réduite à une logique de coût, à une logique d'intensification, etc. Et il est frappant de regarder, par exemple, le nombre de travailleurs qui ont une obligation de faire leur tâche dans une durée limitée, prenons comme espace 1 heure, il a triplé dans ces 20 dernières années. C'est-à-dire que donc, là où il aurait fallu se réinterroger sur la façon dont on travaille, sur la façon dont on a de la maîtrise de son travail, de la prise sur son travail, on devrait développer des espaces de coopération, on devrait développer du dialogue professionnel, pouvoir négocier l'organisation du travail, eh bien la logique a été, en termes de récompense de cette période dramatique, pandémique, ça a été, et particulièrement pour les travailleurs qui ont été le plus présents, parce que cette réforme, elle touche principalement les travailleurs qu'on qualifie, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais d'intermédiaires, souvent des professions qui ne sont pas les plus simples, ça a été de leur dire 2 ans de plus, merci, au revoir. Ce n'est pas étonnant que ça provoque de la colère. Alors je rappelle pour ceux qui s'intéressent à vos réflexions que vous venez de publier un livre qui s'appelle « Du mépris à la colère, essai sur la France au travail », et justement dans lequel vous dites bien que le travail est abîmé, et quand on maltraite le travail, en fait c'est les gens qu'on maltraite. Et c'est ce qui ressort un petit peu des derniers mois. Oui, bien sûr. Quand on nie des réalités de travail, quand on parle du travail dans le débat public, de la façon dont personne ou trop peu de gens s'y reconnaissent, dans la façon quand on considère que le travail, c'est un lieu où on laisse son cerveau au vestiaire avant de rentrer, et quand on sort, on le reprend, et entre-temps, on ne peut pas développer son autonomie, son libre arbitre sur un certain nombre de choses, etc. Bah oui, on maltraite les gens, et on maltraite même la démocratie, en vrai. On a aussi des expériences positives au travail. Moi, je crois que quand on améliore les conditions de travail au sens très large du terme, les espaces de coopération, l'autonomie des salariés, quand on les reconnaît financièrement aussi, en termes de salaire, quand on les reconnaît en termes de bonnes conditions de travail, je pense qu'on fait plus de bien à la démocratie qu'en blablatant, tout simplement, parce que quand on n'est pas reconnu 7 ou 8 heures de son temps dans une journée, ça ne fait pas de soi des citoyens qui ont vraiment envie de participer positivement au commun. Donc, je pense que c'est un débat lié au sujet des retraites, c'est un débat lié aussi au devenir de notre démocratie. Alors, je n'ai pas présenté Franz Durupt, qui est à côté de moi, que les lecteurs de Libé connaissent bien, parce que c'est lui qui est grand spécialiste du travail à Libération, et donc qui a suivi au jour le jour toutes les négos, la mobilisation sociale de ces derniers mois,
Et voilà, donc maintenant, c'est à lui la parole. Merci Alexandra. Non, mais peut-être pour approfondir ce que vous disiez, je me tourne vers Dominique Méda. Vous avez publié récemment avec votre consoeur Maëlys Jibi un article dont le titre résume bien le contenu, hein. Prendre la mesure de la crise du travail en France. C'est un article dans lequel vous revenez de manière assez complète sur tout un tas d'éléments qui permettent de mesurer la réalité du rapport au travail des travailleurs. Voilà, est-ce que vous pouvez un petit peu nous synthétiser vos conclusions dans cet article? D'accord. Bonjour à toutes et tous. Moi aussi, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on montre dans cet article? On revient sur une vingtaine d'années où on a exploité les enquêtes qui nous parlent du travail. Les enquêtes sur les valeurs des Européens, par exemple, ou les enquêtes conditions de travail. Alors, si je résume, je dirais que, c'est pas vrai que les Français n'aiment pas le travail, ne veulent plus travailler, sont paresseux. En fait, ils sont très attachés au travail, ils considèrent que le travail est très important. Et leurs attentes sont très, très intenses. Ils veulent à la fois se réaliser au travail, c'est-à-dire montrer aux autres de quoi ils sont capables, mais ils veulent aussi évidemment un bon salaire, une bonne ambiance de travail, etc. Très bien. Mais le paradoxe, j'illustre ça avec l'enquête sur les valeurs des Européens en 1999, le paradoxe, c'est qu'à la fois les Français sont parmi les plus attachés au travail et en même temps, à l'époque, ils souhaitaient que le travail prenne le moins de place, beaucoup moins de place. Pourquoi ? Deux explications qui sont toujours valables aujourd'hui. Je pense qu'il faut relativiser la rupture qu'aurait représenté le Covid. Je pense qu'on a une sorte de continuum, de montée des explications, deux explications. D'abord, la montée des aspirations à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée, et notamment familiale, qui s'explique par le fait qu'on a des jeunes de plus en plus éduqués, qui arrivent avec des valeurs d'attachement à la famille aussi de plus en plus forte, et qu'il y a de plus en plus de femmes dans l'emploi, et des femmes qui sont à tous les niveaux d'emploi, et donc qui ont, et cette aspiration à une meilleure conciliation, eh bien, elle est diffusée dans toute la société. Et la deuxième explication, c'est ce que Laurent Berger a dit, c'est les conditions de travail vraiment très, très, très médiocres qu'on a en France. Et si vous regardez les séries d'enquêtes conditions de travail, soit françaises, soit européennes, on a la chance d'avoir la vague 2021 des enquêtes sur les conditions de travail en Europe, qui nous montre que la France, elle est en queue de peloton. Et c'est pour ça, me semble-t-il, que la réforme des retraites, elle a nié cette crise du travail, et en même temps, le gouvernement se l'est prise vraiment dans la figure. C'est-à-dire que la violence de la réaction de la population nous montrait qu'il y a une crise du travail. La dernière enquête de la DARES, elle nous dit que 37% des actifs occupés pensent que leur travail est insoutenable, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas travailler comme ça jusqu'à leur retraite. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça traverse les classes sociales, c'est un peu plus les femmes que les hommes, et ça concerne à la fois les ouvriers et les employés d'un côté et les cadres de l'autre. Donc ça veut dire qu'on a quand même une énorme partie de la population qui considère que son travail est insoutenable. Et je vous disais, l'enquête européenne, elle montre qu'on est les derniers en matière de conditions de travail physiques, discrimination, charge émotionnelle, avoir la voix au chapitre, pouvoir dire quelque chose sur la manière dont on va faire son travail. Très faible voix au chapitre. Les salariés ne sont pas consultés en France, à la différence de ce qui se passe dans les pays du Nord, par exemple. Et si vous prenez un index synthétique de la qualité de l'emploi, alors là, on est près de la Slovaquie, je crois. C'est-à-dire qu'on a 40% de nos emplois qui sont dits tendus. Ça veut dire que face à des exigences élevées, vous n'avez pas les ressources pour y faire face. Voilà, donc c'est là-dessus que la réforme des retraites s'est assise, et ça explique ce retour, je dirais, de bâton dans la figure du gouvernement, parce qu'on a oublié. Pour aller encore un peu plus loin, du coup, je me tourne maintenant vers Bernard Friot. Vous travaillez plus particulièrement sur la question du statut, l'enjeu du salaire. Voilà, c'est tout l'enjeu de vos travaux. En quelque sorte, je pense que c'est peut-être intéressant que vous expliquiez un petit peu quelle est votre thèse là-dessus, c'est-à-dire en gros, si je synthétise, mais peut-être mal, donc vous me corrigerez, mais pour vous, la libération du travail passe par un salaire inconditionnel qui permet aux travailleurs finalement de ne plus être dépendants du patron. Est-ce que pour vous, c'est un peu ça la solution ultime pour sortir de tout ce malaise dans lequel on se trouve? À condition de ne pas confondre salaire et revenu. En aucun cas, un revenu inconditionnel, ça c'est le fait de distribuer tout le monde 800 balles, ça c'est
C'est le filet de sécurité que la classe dirigeante veut mettre en place pour rendre possible le retour au paiement à l'acte, qui a été subverti par le syndicalisme au XXe siècle avec le paiement au salaire à la qualification du poste ou à la qualification personnelle. Et le retour à l'incertitude que crée le paiement à l'acte, qui est au cœur du capitalisme. Le capitalisme, c'est le paiement à l'acte, suppose qu'il y ait un revenu de base inconditionnel dont je suis un adversaire absolument total. Parce que précisément, il est au service d'un retour à avant 1910, c'est-à-dire finalement le droit commercial pour réguler les rapports de travail et une réaffirmation du travail indépendant qui est le cœur de l'exploitation capitaliste. Et donc, contre le paiement à l'acte, qui est vraiment la forme capitaliste traditionnelle du salaire, qui concerne les indépendants, bien sûr, qui sont payés à l'acte et qui sont entièrement dépendants de leurs fournisseurs, de leurs clients et de leurs prêteurs. Un agriculteur exploitant, il ne maîtrise pas son travail. C'est totalement... C'est le fournisseur d'intrants, c'est l'acheteur de la centrale d'achat de Leclerc, c'est le prêteur capitaliste qui décide de son travail. Et contre ce paiement à l'acte, qui est au cœur de la logique capitaliste de la rémunération et qui revient aujourd'hui avec l'ubérisation, avec tout le travail de plateforme, avec l'incitation à être auto-entrepreneur, à devenir prestataire lorsqu'on est senior de l'entreprise parce qu'on coûte trop cher comme salarié, en fait, etc., etc. Le syndicalisme s'est organisé au XXe siècle pour sortir du paiement à l'acte. Et c'est la grande invention du salaire à la qualification des conventions collectives. C'est pas du paiement à l'acte, on est payé pour la qualification de son poste. Et la qualification, elle ne mesure pas l'activité qu'on mène, puisque dans une branche, des postes qui ont des activités très différentes vont avoir le même niveau de qualification. La qualification, elle exprime la contribution à la production de valeur économique, et pas la production de valeur d'usage. Ça, c'est le travail concret. Mais la qualification, elle exprime notre contribution à la production de valeur. Et on a très bien vu la grande conquête qu'il y a eu de mettre en place le salaire à la qualification du poste, qu'on appelle l'emploi. C'est que pendant le confinement, les travailleurs qui avaient un salaire en CDI respectant la convention collective ont, quoi qu'ils aient fait, conservé 84% de leur salaire. Et heureusement, sinon il y aurait eu effondrement de l'activité, comme on l'a vu dans les années 30. Où le paiement à l'acte était la norme. Quant aux fonctionnaires, là, nous sommes dans un dispositif encore plus avancé que le paiement à la qualification du poste de la convention collective. Les fonctionnaires, le cœur de la fonction publique, c'est que c'est la personne qui est qualifiée à travers un grade. Et c'est pour cela que pendant le confinement, quoi qu'ils aient fait, et certaines, en matière de soins, ont plus travaillé qu'avant, mais d'autres n'ont pas fait grand-chose parce qu'ils étaient dans la même situation que tout le monde, ils ont conservé 100% de leur salaire, bien sûr. Et nous avons aussi, et c'est pour cela qu'il y a un tel enjeu autour de la retraite depuis 35 ans, nous avons en 1946 cet acte majeur que pose Croizat, ministre communiste du Travail, qui supprime toute mention des cotisations dans le calcul de la pension, et qui pose la pension non pas comme la contrepartie de cotisation, mais comme la continuation du salaire de référence, sur le modèle de la fonction publique. Et nous avons aujourd'hui, parmi les 17 millions de retraités, nous en avons plus de la moitié, surtout des hommes, qui ont une pension supérieure au SMIC, et là nous sommes dans un salaire pour la liberté. On a inventé le passage du salaire parce que acte de subordination au salaire pour le travail libre. C'est pour ça que vous avez été l'acharnement de la classe dirigeante contre le droit au salaire des retraités. Qu'ils aient le différé de leur cotisation, ça ne dérange personne. C'est ce que le patronat va faire dès 1947 avec la GER-Carco. Mais qu'ils aient droit du salaire, que le salaire soit sorti du carcan de la subordination, qu'ils deviennent l'expression de notre liberté au travail, ça c'est insupportable pour la classe dirigeante. C'est pour ça que l'article 1er de la loi sur les retraites supprime les régimes de DF, GDF et de la RATP, ce qui reste après que
des postes et des télécommunications aient été supprimés, qui sont précisément des régimes qui, comme celui de la fonction publique, posent le droit au salaire des retraités. Et donc, cette première conquête, on voit bien qu'elle est absolument indispensable si nous voulons faire une quelconque rupture écologique. Tant que nos droits dépendront du contrat de travail que nous passons avec notre entreprise, moi, je n'irai pas faire la morale écologique à ceux qui défendent leur emploi, fût-il de merde. Dès lors que c'est le support de leurs droits. Ne comptez pas sur moi, je ne le ferai pas. En revanche, il y a une urgence écologique qui, elle, impose que nos droits ne dépendent pas de notre contrat de travail, que nos droits dépendent exclusivement de notre personne. Or, nous avons déjà 17 millions de plus de 18 ans, quand on additionne les fonctionnaires, la moitié des retraités qui ont une pension supérieure au SMIC, et un certain nombre d'autres catégories, les salariés à statut qui restent, etc., le tiers des plus de 18 ans a un salaire lié à sa personne. Passons à 100%. Voilà une proposition qui n'est pas finalement dans la dépendance de l'agenda de l'adversaire, comme le sont, hélas, les positions de l'intersyndicale depuis 1994, depuis 1993, mais nous sommes là dans une proposition alternative qui assume les conquis de la classe ouvrière. Ce conquis de la dissociation du salaire et du poste, du salaire et de l'activité, qui attribue le salaire à la personne. Et puis, nous avons une deuxième nouveauté. Moi, je suis un observateur du salaire et de la Sécu depuis maintenant 50 ans, et un observateur admiratif des conquêtes ouvrières en la matière. Nous avons ce qui se passe dans les années 60 en matière de mise en sécurité sociale de la production du soin. 10% du PIB, ce n'est pas un petit truc mineur. 10% du PIB a été mis en sécurité sociale comment? À partir de quoi? À partir d'une hausse des salaires. Vous avez dans les années 60 une hausse des salaires qui n'est pas d'abord une hausse du salaire direct, elle existe, mais qui est d'abord une hausse du salaire socialisé dans la cotisation. Et cette hausse du taux de cotisation, qui est au cœur de toute la logique 45-75. Depuis, elle a été abandonnée, hélas, par les revendications ouvrières. Mais cette hausse du taux de cotisation, additionnée en 67 à l'augmentation de l'assiette, puisqu'il y a déplafonnement des cotisations de l'assurance maladie, fait que nous avons une masse d'avance monétaire en salaire, pas en capital. C'est là que nous renversons la logique capitaliste. Nous partons d'une avance en salaire. Et un salaire qui est en monnaie marquée, c'est-à-dire en monnaie qui n'est utilisable qu'auprès de professionnels conventionnés. C'est ça le gros intérêt. C'est que la carte vitale, c'est de la monnaie, mais qu'elle ne peut être dépensée qu'auprès de professionnels conventionnés. On a donc un outil énorme pour changer la production, en conventionnant des producteurs non capitalistes, évidemment. Tous les producteurs alternatifs, qu'il s'agit de sortir de la marge, qui sont de plus en plus nombreux parce qu'une partie croissante des travailleurs ne supporte plus de produire pour le capital. Et nous sommes là avec un outil formidable qui montre que nous pouvons passer d'une monnaie qui pèse sur nous comme un étau, hein, le fait d'être payé après avoir posé un acte subordonné, le fait d'être endetté auprès de prêteurs avant même de commencer à travailler et de devoir ensuite les rembourser, alors qu'ils sont purement parasitaires. Nous avons dépassé cet usage mortifère de la monnaie pour un usage libérateur. Avançons les salaires. Pour produire, il ne faut qu'une seule avance, les salaires comme attribut de la personne. Alors, je voulais m'adresser à Boris Vallaud, mais avant, j'aimerais quand même vous faire réagir, Laurent Berger, sur ce qui vient d'être dit. Non, mais l'acquis dont vous parlez, qui est l'acquis d'un salaire qui est basé sur les qualifications et les compétences, c'est tout le drame. Le fait qu'on est sorti de ça aujourd'hui. On est sorti de ça. Il y a 151 branches sur les 171 que compte notre pays de plus de 5000 salariés qui ont des salaires qui démarrent, des grilles de qualification qui démarrent en dessous du SMIC. Bah oui. Et donc le problème aujourd'hui, enfin le problème syndical,
de ceux qui ont les mains dans le cambouis pour faire que les choses bougent pour les travailleurs et les travailleuses, c'est de faire en sorte justement qu'on sorte de cette logique et qu'il n'y ait pas de grille de classification, qu'il y ait de réelles négociations dans les branches professionnelles, de la contrainte. Et nous, on fait des propositions très concrètes, d'ailleurs en intersyndicale, en disant de dire il y a des aides publiques qui sont versées aux entreprises, il faut qu'elles soient conditionnées au fait qu'il n'y ait pas possibilité de commencer sa carrière professionnelle dans un échelon qui, certes, vous êtes payé au SMIC, mais qui est en dessous du SMIC. Aujourd'hui, la réalité, et c'est vrai dans le public aussi, un agent de catégorie C de la fonction publique, aujourd'hui, il est 12 ans au SMIC. 12 ans au SMIC. Il peut franchir les échelons, il peut franchir les qualifications, il peut faire preuve de compétences, il est 12 ans au SMIC. Et dans 150 branches sur 171, c'est la réalité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de reconnaissance du travail, quand on parle de sentiment de respect, quand on est un travailleur, on le perd. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes de toute façon payé au SMIC. Alors vous l'êtes la première année, évidemment, heureusement. Il y a le filet minimum. Mais vous l'êtes la deuxième, la troisième, la quatrième année. Et donc ça dévalorise le travail en soi. C'est ça qui est, de mon point de vue, l'élément fondamental de la logique salariale aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a plus de corrélation entre la façon dont on est payé et la compétence, la qualification qu'on met en exergue. Et l'autre drame, je crois, c'est que particulièrement dans des métiers féminins, on n'a pas la corrélation entre l'importance sociale de la tâche qu'on exerce. Nous, on est l'organisation la plus implantée dans les aides à domicile, dans le nettoyage, dans la sécurité privée. Je peux vous assurer qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas, y compris de venir aujourd'hui ici à ce colloque. Ça ne fonctionne pas si vous n'avez pas des gens devant qui font la sécurité. C'est comme ça que ça marche, il ne peut rien. Aujourd'hui, dans ces métiers qui sont pour une part des métiers féminins, en tout cas les premiers dont j'ai parlé, vous n'avez pas de reconnaissance sociale, c'est-à-dire vous considérez, et là je suis en désaccord, que vous faites un métier de merde. Moi, je ne sais pas ce que c'est d'un métier de merde. Je sais ce que c'est de le faire dans des conditions de merde. Mais je ne sais pas, pour un salarié, ce que ça veut dire d'avoir un métier de merde. Parce que pour ces salariés que je représente, parce qu'on est une organisation très présente dans ces secteurs-là, ils ont ce sentiment qu'ils font un métier qui peut être utile socialement, qui peut être utile pour la société, mais qui est malheureusement pas reconnu. Pas reconnu pour deux raisons. La question salariale, trois raisons. La question des conditions de travail dans lesquelles ils l'exercent. La question aussi de l'image qui est souvent renvoyée par la société sur ces métiers. Non, quand je parlais d'emploi de merde, je parlais, par exemple, de ce à quoi nous avons assisté pendant le premier confinement dans l'aéronautique à Toulouse. Nous avons là un intranet qui, pendant le premier confinement, s'ouvre. Et des travailleurs qui disent « on ne va pas indéfiniment envoyer des avions dans le ciel ». Nous avons un outil absolument formidable, nous aimons notre métier, nous pouvons sortir Toulouse de la mono-industrie, nous pouvons utiliser autrement. Dès que le confinement est terminé, on a vu la même chose à l'hôpital, avec tu y faisais allusion très justement d'ailleurs, hein, les soignantes qui étaient libérées enfin des gestionnaires pendant le premier confinement. Pendant ce temps-là, Martin Hirsch écrivait un bouquin d'ailleurs, hein, il avait que ça à faire évidemment, je ne sais pas quoi, correspond sur le nénuphar, enfin un truc dans ce goût-là, enfin du Martin Hirsch, quoi. Et donc qu'est-ce qui s'est passé en juillet? Fermeture de l'intranet, etc., etc. Et on revient à la logique absurde d'envoyer des avions dans le ciel indéfiniment, pour faire du Toulouse-Paris en plus. Bon. Et donc, je ne parle jamais de travailleurs de merde. Alors là, excuse-moi, mais ça ne viendrait pas à mon idée. Alors, Maurice Vallaud, est-ce que la gauche, là vous allez être furieux, ce que je vais vous dire, mais est-ce que la gauche ne s'est pas assez positionnée sur le travail et du coup elle a donné l'impression que c'était un peu une valeur de droite? Je me souviens d'Emmanuel Macron il n'y a pas très longtemps disant, s'adressant à ceux qui bossent dur, qui travaillent dur, je crois que c'est l'expression qu'il avait employée. À Rungis. Oui, c'est ça, à Rungis. Est-ce que finalement la gauche n'a pas laissé un vide se creuser sur ce sujet qui a été comblé par la droite? Oui, sans doute. Sans doute. Et il est important d'en avoir conscience pour précisément, désormais, réaffirmer la centralité du travail. Laurent Berger l'a dit tout à l'heure, au fond, nous sommes à bien des égards ce que nous faisons. Quel est notre travail, d'ailleurs, qu'il soit rémunéré ou pas. Parce qu'il y a aussi toute la condition des travailleurs gratuits qui ont une utilité sociale. Il y a la nécessité de sortir de tous les dilemmes appauvris. Est-ce que c'est une valeur de droite, une valeur de gauche? Il n'y a pas de valeur de travail s'il n'y a pas de travail de valeur. Le travail peut être émancipateur, il peut
j'allais dire, réparer comme il peut abîmer. Et quand je dis réparer, vous allez voir ce que sont les territoires zéro chômeur de longue durée. Vous voyez même physiquement la transformation de ceux qui sortent de la précarité pour retrouver, au fond, une place, un statut, une dignité dans leur propre regard, mais aussi dans le regard des autres. C'est aussi, évidemment, le travail qui abîme. Je voudrais juste partir des salaires et puis revenir à ce que disaient à la fois Dominique Méda et Laurent Berger, des circonstances dans lesquelles il y a cette grève des retraites, qui a des causes plus profondes et des conséquences plus durables que la seule question des retraites. Nous avons un président de la République qui peut parler de travail sans jamais parler de salaire. Sans jamais parler de salaire. Il peut parler de prime Macron, il peut parler de défiscalisation, de désocialisation, il ne parle jamais de salaire. Et en effet, la question des salaires doit être centrale et la gauche doit s'en saisir. Elle ne peut pas poser cette question-là sans se poser d'une part la question de la valeur ajoutée, partage de la richesse, et de ce qu'est la valeur, de comment on la considère. Sur le premier point, je voudrais dire qu'on a longtemps eu le discours, y compris nous à gauche, je le dis, sur la question du coût du travail. Et quand je regarde aujourd'hui la répartition de la richesse créée, non pas entre le capital et le travail, mais dans la masse salariale globale, et que je vois les écarts de rémunération, quand je considère, après la crise de la Covid, où nous avons applaudi les caissières à 20 heures, avec bien d'autres, que le patron de Carrefour continue de gagner 400 fois ce que gagne une caissière, je dis que ce n'est pas normal et qu'on doit retrouver de la décence commune, que nous avons besoin de mieux partager la richesse. Vous savez que le salaire des 10% de Français les moins bien payés a augmenté 3,5 fois moins vite depuis 2008 que les 10% de salariés les mieux payés. Et encore, les 10% de salariés les mieux payés ont d'autres choses que le salaire comme rémunération. Vous avez seulement 0,34% des salariés en France qui gagnent plus de 12 fois le SMIC. Vous savez, c'est le fameux facteur 12. Si vous deviez redistribuer, bien sûr, c'est une fiction, toutes ces surrémunérations, vous pourriez augmenter de 233 € net par mois 20% des salariés les plus modestes. Alors quand je dis qu'on a un problème de coût du travail, je dois vous dire que depuis quelques années, mon regard s'est déporté. Et je le porte moins vers les classes laborieuses, pour reprendre un terme consacré, mais qui dit quelque chose, que vers ces grands patrons. Et quand je vois, y compris moi dans ma circonscription, dans les Landes, des entreprises du nettoyage, qui font le nettoyage dans des grandes entreprises, chez Total par exemple, et qu'on me dit on ne peut pas baisser plus les salaires. Je sais que ça vient rémunérer à la fois la surrémunération du patron de Total, les surdividendes de ces grandes entreprises. Donc on a besoin de ça. Ensuite, il y a les circonstances. Quel lien je fais entre ce salaire et les circonstances? C'est qu'on avait le sentiment dans cette crise de la Covid qui nous a donné bien des leçons, même si le gouvernement n'en a tiré aucune. Qu'il y avait une forme d'inversion de l'hiérarchie des valeurs, de ce qui comptait pour nous, de ce qui ne comptait pas, de ce que l'on pouvait, de ce qui était nécessaire et ce qui ne l'était pas. D'une certaine manière, la valeur avait changé de camp. Rutger Bregman nous en avait fait un petit peu l'illustration amusante en disant en 68, il y a une grève des éboueurs à New York. Premier jour, les New-Yorkais gueulent. Deuxième jour, ils trouvent ça un peu crado. Au bout d'une semaine, ils satisfont à leurs revendications parce qu'on ne peut pas faire sans les éboueurs. L'année suivante, 69, il y a la grève des banquiers centraux en Irlande et ils ont des revendications salariales. Ils font grève un jour, une semaine, un mois, 6 mois. Finalement, tout le monde s'en fout et retourne au boulot. D'une certaine manière, nous avons aussi éprouvé ça dans cette crise de la Covid. De qui avons-nous eu besoin? Des soignants, des aides-soignantes ou même si j'imagine qu'ils n'ont pas chômé en télétravail, j'allais dire des gestionnaires de patrimoine et spécialistes en optimisation fiscale. Mais si je dis ça, c'est qu'il y avait quand même dans cette crise de la Covid une espérance dans les échos de nos applaudissements de 20 heures. Et qu'il ne s'est rien passé du point de vue de la hiérarchie, d'une certaine manière, de cela. De la façon dont on apprécie la valeur, c'est-à-dire, au fond, l'utilité sociale. Et dans la crise des retraites, quand je dis que ça a des causes plus profondes, c'est évidemment hanté dans les conditions de travail, l'organisation du travail, même le sens du travail. Parce qu'on a, pour un certain nombre d'entre nous, parfois je me suis mis dedans, mais faisant raison, on s'est posé la question de savoir qui étaient les bullshit jobs. Ces métiers un peu inutiles, en perte de sens. Eh bien, dans cette crise de la Covid, ils se sont dit, finalement, on va faire passer à la caisse ceux qu'on a applaudis à 20 heures. On va faire payer le quoi qu'il en coûte aux aides-soignantes, aux ouvrières de l'agroalimentaire, aux caissières, aux éboueurs. Et donc, c'est une révolte sociale, c'est une révolte du monde du travail, de celles et de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre. Et moi aussi, j'ai constaté ce rapport ambivalent. On a vu et Laurent Berger en témoignerait bien mieux que moi, dans les cortèges des manifestations, des gens, franchement, qu'on ne voyait pas avant, qui quittaient l'usine, le bureau, pour quelques heures, l'atelier pour quelques heures. Quelques heures parce qu'il nous faisait quand même 3 heures. Quand on a un petit salaire, c'est compliqué. Et puis retourner au boulot après. Il y avait, en effet, j'en ai vu quelques-unes,
des auxiliaires de vie, des aides à domicile, des agents de nettoyage qui ne manifestent pas beaucoup. Et ils ont été pris d'un sentiment considérable d'injustice. Ce pays, à certains égards, est malade et le mal qui l'arronge, c'est l'injustice dans toutes ses dimensions. Ils aiment leur travail et ils nous disent dans cette volonté gouvernementale de les faire travailler de plus en plus, on aime mais on veut le faire bien. On veut qu'ils soient émancipateurs, porteurs de sens, qui permettent de concilier à la fois notre vie professionnelle dans l'épanouissement et puis une vie familiale, une vie de culture, de sport, de loisirs. C'est tout ça à la fois. Et en réalité, là où il aurait fallu un changement de modèle, on a un exécutif qui n'aspire qu'à une chose, qui est un retour à la normale, et là vous pouvez l'écrire comme vous voulez, la normale ou l'apostrophe. Alors, je reviens juste sur les salaires indécents des grands patrons que vous évoquiez tout à l'heure. Là, je me fais l'avocat du diable. Le pouvoir politique peut-il avoir le moindre levier de pouvoir là-dessus? C'est des entreprises privées. Eh ben, je vais vous dire, à force de considérer qu'on ne le peut pas, et sans doute avons-nous trop souvent considéré que nous ne le pouvions pas, on a fini par laisser s'installer des inégalités qui interrogent même nos modèles politiques. Je vous rappelle que les parlements modernes ont été constitués pour consentir à l'impôt. Quand le taux d'effort fiscal de celui qui rentre dans la première tranche de l'impôt sur le revenu est supérieur à celui qui est dans la dernière tranche, je dis qu'il y a un problème. Quand le niveau du SMIC est ce qu'il est, quand d'autres rémunérations sont absolument indécentes, je dis que c'est notre communalité qui est mise en question et finalement notre capacité à vivre ensemble. Il y a en effet la nécessité de proclamer, si c'est d'imposer, la fin de l'égoïsme d'un certain nombre de classes dirigeantes. Et je le dis sans excès, avec les responsabilités qui ont été les miennes aux côtés de personnalités politiques, oui, on peut faire quelque chose. La Confédération européenne des syndicats revendique partout en Europe depuis des années, un écart des rémunérations de 1 à 20. Ça veut dire 25 000 euros. Franchement, on arrive à joindre les deux bouts avec 25 000 euros net par mois. Je pense. Et donc oui, on peut le faire pour avoir une plus juste redistribution. Voilà, oui, on le peut. Avant de repasser la parole à Dominique Méda et à Sandrine Rousseau qui vient d'arriver, Laurent Berger, sur cette histoire des salaires. Oui, il y a deux leviers. Moi, je viens de quitter la présidence de la Confédération européenne des syndicats. Boris vient de le rappeler, mais on le revendique aussi. De toute façon, on le revendique partout en Europe. On l'a proposé plusieurs fois dans un certain nombre de textes de loi, de fixer des écarts maximum de rémunération. Il y avait même une tribune dans l'IB il y a maintenant 7-8 ans qui avait été écrite, qui était un peu moins ambitieuse que de 1 à 20, mais oui, ça c'est possible. Rien ne l'empêche. Et puis il y a une deuxième levier, c'est la fiscalité. Quand on taxera les revenus du capital au même niveau que les revenus du travail, voilà, on aura commencé à faire œuvre utile. Quand on limitera, on interdira les rachats d'actions, on aura fait œuvre utile. Voilà. Donc oui, c'est faux de croire que le pouvoir politique ne peut rien. C'est plus compliqué sur la question de la négociation salariale, de mon point de vue, mais sur la question de la limitation des revenus énormes qui sont ceux d'un certain nombre de dirigeants d'entreprise, c'est pas si compliqué, c'est juste une volonté politique. Oui, mais je voudrais quand même contester ce 1 à 20. Je conteste ce 1 à 20 parce que la gauche est inaudible, parce que sa proposition ne vaut pas le coup. Nous avons besoin d'une proposition forte qui assume les conquis, le conquis du salaire à la qualification personnelle, l'avance en salaire à la place de l'avance en capital, et qui nous sorte de la hiérarchie des salaires totalement absurde dans laquelle nous sommes. Le rapport interdécile dans les conventions collectives les mieux payées, c'est-à-dire le rapport entre les salaires des 10% les moins payés et des 10% les mieux payés, est de 1 à 3. Dans la fonction publique aussi, pas le rapport des salaires, évidemment, effectif, mais des interdéciles. Passons à un rapport de 1 à 3 des salaires. Enfin, si nous sommes à 1700 ou 1800 euros net par mois le SMIC, on ne va pas légitimer, dans un rapport de 1 à 20, un salaire mensuel de 34 000 euros. Enfin, c'est un scandale. Comment voulez-vous susciter... Comment voulez-vous susciter une adhésion? C'est ça le problème de la gauche, c'est qu'il n'y a pas d'adhésion à son projet. Comment voulez-vous susciter une adhésion à un projet sur des bases aussi absurdes qu'une échelle des salaires de 1 à 20, 1 à 3?
personne en dessous de 1800 €, tout le monde a 1800 € à 18 ans, et un salaire maximum de 5000 €. Au-delà de 5000 € par mois, que voulez-vous faire en dehors d'emmerder le monde? Enfin, il n'y a aucune légitimité. Dominique Méda, je vous vois gratter frénétiquement sur votre papier. Non, mais ce que dit Bernard Friot, ce qu'il a dit tout à l'heure sur le fait qu'on ne supportait plus la subordination, ça je crois que c'est très important. Vous avez vu peut-être en ce moment, on raconte que les jeunes ne veulent plus bosser parce qu'ils ne veulent plus du CDI. Mais non, c'est pas qu'ils veulent plus du CDI, ils veulent plus des conditions de travail qui accompagnent le CDI et notamment la manière dont la subordination est exercée le plus souvent de manière absolument effrayante. Donc ça, il faut tout à fait le prendre en compte. Après, je propose une alternative, après tout, hein, ou peut-être un intermédiaire avant d'arriver à la solution de Bernard. D'abord, le partage du pouvoir au sein de l'entreprise. Revoyons radicalement le partage du pouvoir au sein de l'entreprise en donnant aux représentants des actionnaires et aux représentants des salariés exactement le même pouvoir. C'est une proposition qu'on fait avec des collègues dans un petit bouquin qui s'appelle « Le manifeste travail », démocratiser, démarchandiser, dépolluer. Et l'idée, c'est profitons de cette reconversion écologique dans laquelle on doit absolument engager nos sociétés pour créer des emplois plus utiles, plus intéressants, moins toxiques, et d'autre part, pour changer profondément le travail. À la fois rompre avec la division internationale du travail complètement folle dans laquelle on se trouve en ce moment, mais aussi pour revenir à des entreprises qui sont plus ancrées dans leur territoire et pour changer radicalement le mode de gouvernement de cette entreprise. En donnant, alors ce qu'on propose, c'est une idée originellement de ma collègue Isabelle Ferreiras, une philosophe belge, 2 chambres, une chambre des représentants des apporteurs de capital et une chambre des représentants des apporteurs de travail, et on leur donne les mêmes pouvoirs, c'est eux qui choisissent le dirigeant, c'est eux qui ont un pouvoir de veto l'un sur l'autre, et je pense que ça peut être un premier pas vers, en effet, un autre monde radicalement différent, parce que peut-être que la solution de Bernard, on ne va pas pouvoir la mettre en œuvre immédiatement. Non, mais c'est toujours en invoquant la difficulté de faire un réel pas, tu as raison, que l'on fait des petits pas de rien du tout qui nous mènent dans des défaites successives. Ça fait depuis 35 ans que ça dure. Mais ça, non mais donner le même pouvoir aux 2 parties, c'est quand même pas un tout petit pas. C'est pousser à son terme la codétermination. Donc une codétermination qui ne serait pas comme en Allemagne avec 1 tiers, 2 tiers, mais vraiment une codétermination que je trouve quand même intéressante. On a bien fait de les asseoir côte à côte, hein. Je pense que c'était une bonne idée. Sandrine Rousseau, bienvenue. Merci. De nous rejoindre. Mes excuses pour le retard. Pendant que vous y êtes, briefez-nous rapidement sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale, et on y était avec Boris Vallaud, mais qui s'est échappé avant moi, de la Commission Affaires sociales, c'est qu'on étudie la proposition de loi du groupe Lyotte visant à abroger la réforme des retraites qui a été imposée par 49.3. Il se trouve que là, il s'est passé quelque chose d'assez grave dans la Commission Affaires sociales, puisque pour éviter d'aller au vote, la minorité présidentielle a décidé, dans un premier temps, d'utiliser tous les articles qui étaient à sa disposition dans le règlement intérieur de l'Assemblée et dans les articles de la Constitution, et d'aller même chercher ceux qui n'ont jamais été utilisés sur la Ve République pour les sortir de la poussière et tester ce que ça fait dans une Assemblée. Bon, ça, à la limite, on était encore dans le cadre du règlement de l'Assemblée et de la Constitution. Mais pour la première fois, en fin de matinée ce matin, la présidente de l'Assemblée nationale, main dans la main avec la présidente de la Commission des affaires sociales, ont décidé conjointement de franchir la ligne rouge et d'aller en dehors de ce qui est autorisé par le règlement de l'Assemblée nationale et de la Constitution. Et moi, je vous le dis, c'est un moment qui me semble être assez grave en réalité, parce que ce que nous avons observé, nous, parlementaires de cette commission, c'est à quel point nous étions impuissants à contrer ce désir d'autoritarisme et cette espèce de coup de force permanent de la Macronie, puisque quand ils sont en dehors des clous du règlement, eh bien, nous n'avons aucun moyen à notre disposition pour contrer cela. C'est la raison pour laquelle nous sommes sortis de cette commission, toute la NUPES, pour dire à quel point notre rôle ne servait plus à rien et qu'il fallait en sortir. Mais j'ai envie de dire, tout ça pour qu'un président de la République ne perde pas la face, je voudrais qu'on mesure les implications démocratiques que cela peut avoir. Merci.
Sandrine Rousseau, bonjour. Bonjour. On va passer à quelque chose de plus réjouissant de travail. Non, mais bon, du coup, vous n'avez pas forcément pu entendre les interventions précédentes, mais voilà, on a beaucoup parlé des conditions de travail, de comment rétablir un peu le bon sens du travail, j'ai envie de dire, c'est pas forcément la bonne expression, mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous interpelle un peu dans ce qui s'est joué ces derniers mois aussi, c'est la façon dont parfois on a parlé du travail dans le débat politique, dans le débat médiatique, avec parfois des confusions entre emploi et travail. Enfin voilà. Je ne sais pas, vous, de votre point de vue, comment est-ce qu'on peut essayer de redonner de la clarté à ces sujets, sachant que je vous interroge là-dessus, parce que vous-même, vous avez eu aussi, quand vous avez évoqué voilà, la valeur travail plutôt valeur de droite, etc., des gens qui n'ont peut-être pas voulu comprendre, ou, voilà. Enfin, en tout cas, comment, selon vous, on peut avoir un débat politique peut-être un peu plus sain sur ces questions-là? Ok, ben merci de me donner l'occasion de m'expliquer là-dessus, parce que je crois que c'est la première fois en fait, qu'on me pose la question, parce qu'en fait, ça a encore mis une fois la France en position latérale de sécurité, de parler de droit à la paresse et de valeur de travail, mais en fait, on m'a jamais donné l'occasion d'expliquer ce que je voulais dire, et donc merci de m'en donner l'occasion, parce que il me semble que c'est quelque chose d'important, y compris dans les débats qui nous animent aujourd'hui. C'est que lorsque l'on est dans une société qui vante le travail comme étant la condition sine qua non de son inclusion, de l'inclusion des personnes dans la société, qui vend le travail comme étant la condition sine qua non d'accès à des droits sociaux, et quand on vend le travail comme une espèce de boîte noire à l'intérieur de laquelle on diminue les droits des salariés et qu'on ne regarde pas les conditions dans lesquelles s'exerce le travail, et bien en fait, on est dans une société qui perd le sens de ce pourquoi nous donnons des heures dans la journée de notre corps, de notre cerveau, etc. Et il me semble que le projet écologiste est un projet profondément d'émancipation. D'émancipation hors travail, ce qui signifie, soit dit en passant, que nous ayons des temps hors travail, et un projet d'émancipation hors consommation, ce qui signifie, soit dit en passant, que nous devons avoir des temps hors consommation, et c'est un projet aussi d'émancipation à l'intérieur de la relation de travail. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, conditionner tous les droits sociaux au fait d'avoir fait des heures, sans s'interroger sur les conditions dans lesquelles ces heures sont réalisées, sans s'interroger sur la place qu'ont les salariés à l'intérieur de l'entreprise, et ce pourquoi nous donnons de notre temps et de notre intelligence, enfin de notre être, eh bien, c'est nous transformer en des espèces de machines qui nous aliénons progressivement à un système de productivistes dont nous perdons aujourd'hui le sens. Et finalement, le Covid nous a permis de tous et toutes nous poser cette question, que nous ayons un emploi que nous aimons ou pas, que nous ayons un emploi dans lequel nous sommes fatigués ou pas, que nous ayons un emploi qui a du sens ou qui n'en a pas. Tous et toutes, nous nous sommes posé cette question, est-ce que ce que je fais est bien pour moi, est juste, est intéressant, et à quoi ça sert? Et en fait, je crois que ce qu'il manque dans le débat sur le travail aujourd'hui, c'est à quoi sert ce travail ? Et à quoi sert la richesse créée grâce à ce travail? Et je ne crois pas, pour ma part, que le contrat de travail fait que ce contrat de subordination, dont on pourrait parler des limites d'ailleurs, parce que je trouve que précisément la société libérale dans laquelle nous sommes a limité l'espace du travail salarié vers l'ubérisation et donc vers une absence de règles autour du travail. Mais disons que dans les relations salariées, quand nous sommes dans un rapport de subordination, nous restons des êtres humains. Et nous transformer en des espèces de machines productives et compétitives, à même de répondre à n'importe quel ordre, dès lors que c'est un ordre qui nous est donné par la hiérarchie, eh bien nous enlève cette capacité d'émancipation et cette capacité de participer aux décisions du travail. C'est la raison pour laquelle je pense que le programme de la gauche, puisque vous l'interrogiez, était à la fois de limiter l'échelle des salaires de manière indéniable, mais aussi de remettre de la démocratie à l'intérieur de l'entreprise, de donner du sens, de ne pas enfermer les gens dans des carrières qui sont trop pourries, parce qu'en fait aujourd'hui les emplois les plus compliqués, les plus difficiles sont des emplois d'enfermement dont les gens n'arrivent que très difficilement à sortir, si ce n'est par l'incapacité physique, donc par le handicap en fait, ou par la maladie à sortir de ces emplois. Et donc comment on redonne du sens, comment on fait en sorte que, parce que dans la transition écologique, il va y avoir des emplois pas agréables.
Je veux dire, les emplois de démantèlement du nucléaire, il va falloir le faire. Et donc, ce n'est pas les meilleurs emplois. Mais comment on fait en sorte que ces emplois n'occupent qu'une place dans la vie des personnes et comment on réinvestit complètement le temps hors travail comme étant un temps d'émancipation citoyenne à part entière. Et en fait, c'est cela le projet écologiste. C'est pour ça que j'ai revendiqué le droit à la paresse, ce qui évidemment a été choquant comme formule, mais qui permet de dire aussi qu'il n'y a pas que les cadres ou qu'il n'y a pas que les rentiers qui peuvent bénéficier de ce droit à la paresse, que précisément donner aux emplois les plus précaires ce droit à la paresse à l'intérieur de leurs conditions de travail, de leurs relations de travail ou à l'extérieur est aussi un projet de dignité et de respect. On va passer la parole à la salle, mais avant cela, dans quelques minutes, je voulais juste vous demander, Laurent Berger, comment vous voyez la suite ? Pas forcément la vôtre, même si vous voulez nous en dire 2 mots, vous êtes le bienvenu. Je sais que vous n'avez pas envie, donc je ne vais pas vous emmerder là-dessus. Mais la suite, comment recoller tous ces morceaux qui sont épars, comment faire avec tous ces blocages de l'exécutif, ce mur qui est posé devant toutes les aspirations sur le travail. Comment faire, comment refaire société, comment recoller tout ça, à votre avis ? Avec un peu d'expérience qui est la mienne, je peux vous dire que dans nombre d'entreprises, d'administrations, la colère est telle que ça ne va pas être totalement simple. Mais d'abord, il y a cette... on verra l'évolution suite au débat de ce matin, qui évidemment, et aux décisions de ce matin, qui n'est pas une bonne nouvelle. On va voir comment les choses évoluent. Mais moi, j'ai jamais aimé vendre du rêve. La loi, malheureusement, un certain nombre de décrets sont en écriture, sont même en train de passer. Et c'est une réalité. Moi, j'étais ce matin avec une salariée qui devait finir le 1er octobre, qui devrait aller au 1er mars. Et j'entends déjà, peut-être pas dans cette salle, mais ailleurs, dire 6 mois, on ne va pas nous prendre la tête. Ben non, parce qu'elle est agent de catégorie C dans une collectivité, elle en bave, elle en a ras-le-bol et elle voulait partir et sa perspective, c'était le 1er octobre. Donc cette réalité-là, on a beau essayer de lutter contre encore le 6 juin prochain, malheureusement, c'est en train de s'appliquer. La mobilisation sociale ne va pas s'arrêter là. Et donc, il y a un ressentiment, et donc va rester au milieu du truc, ce ressentiment lié à cette réforme des retraites. Mais au-delà de ça, les enjeux qui sont ceux du travail aujourd'hui, il faut qu'on s'en saisisse. L'enjeu de démocratisation, il est phénoménal. Moi, je crois qu'il y a une espérance autour de ça qui est très forte. Et il n'est pas simplement les instances de gouvernance, Il est le dialogue au sein de l'entreprise, il est l'espace d'expression pour les salariés. Enfin, ce n'est pas un truc nouveau. Jean Auroux, en 82, l'avait instauré. On n'a jamais su s'en saisir. C'est-à-dire que les travailleurs, ils n'ont pas envie, je vous le dis, et je suis représentant d'une organisation syndicale qui en compte quelques centaines de milliers, ils n'ont pas envie qu'on parle d'eux à leur place, quoi. Ils ont envie d'avoir de la prise sur les façons dont... 8 heures, c'est long, quoi. Ou même 7 heures, c'est long. Et donc, vous avez envie d'avoir Donc, le fait de développer du dialogue professionnel, c'est fondamental. Il y a la question des conditions de travail. Le salaire, c'est très important en termes de reconnaissance. Être respecté dans son intégrité psychique et physique, ça l'est tout autant. Et aujourd'hui, on a une intensification du travail, je l'ai dit. Donc, il va falloir se ressaisir de ça. Comment on s'en sort ? Là, pour le coup, on s'est interrogé tout à l'heure, il va falloir être assez radical sur l'inversion de logique. Et l'inversion de logique, elle est rhétorique. Passer d'une logique du travail qui serait vue comme simplement une force productive ou un coût, pour passer dans à une vision du travail qui est, moi je le crois encore, je le crois aussi parce que j'ai été conseiller dans l'insertion professionnelle. Boris parlait de territoire zéro chômeur. Moi j'ai travaillé au début de ma carrière professionnelle avec des gens qui n'avaient qu'une aspiration, c'est à travailler. Et lorsqu'ils faisaient, regardez les études sur la santé des demandeurs d'emploi, qui est beaucoup plus dégradée que la santé de ceux qui sont au travail aujourd'hui. Et donc, l'aspiration, elle est de pouvoir travailler bien, de pouvoir réaliser la finalité de ce qu'est son travail dans de bonnes conditions, d'être reconnu en termes de salaire. Comment on progresse là-dessus ? C'est avec des choix radicaux. On parlait tout à l'heure des écarts de rémunération, c'en est un. La question de la gouvernance d'entreprise, c'en est un autre. La façon dont se fixent les salaires avec la conditionnalité des aides publiques, c'en est un autre. L'instauration, le retour aux commissions santé, sécurité au travail dans toutes les entreprises, quelle que soit la taille, c'en est un autre, etc., etc. Donc, il y a des propositions. Maintenant, comment on les fait entendre ? Il se passe des choses dans les entreprises. Parce que, vous savez, on parle un peu du travail au sens général. Et là où il y a des endroits où le rapport de force existe à ce point que
ça se passe pas si mal, et ça se passe plutôt bien. L'union syndicale va se poursuivre. Oui, vous savez, je crois qu'il y a une grande maturité qui a été la nôtre dans la façon dont les choses ont été conduites. Il y a aussi un point qui est fondamental. On s'est dit sur quoi on était d'accord et sur quoi on n'était pas d'accord. Il faut continuer de le faire. Il y a beaucoup de points sur lesquels on est d'accord, il y a des points sur lesquels on est en désaccord. C'est pas grave dans une démocratie de ne pas être d'accord les uns avec les autres. Et c'est pas grave non plus dans le mouvement syndical de ne pas toujours être d'accord les uns avec les autres. Mais oui, je pense, alors il appartiendra plutôt à d'autres d'ailleurs, dans les responsables des grandes organisations syndicales, de le faire, mais je crois que c'est utile. Mais à condition d'être clair sur ce qui nous unit et de poursuivre des objectifs communs, c'est ce qu'on est en train de faire dans cette période. La parole est à vous. Je suppose qu'il y a plein de questions. Génial, il y en a déjà 2 devant. Alors, je ne sais pas qui... Oui, il y a un micro qui va circuler. Monsieur, et il y a 2 questions là, déjà, devant. Bonjour à tous. Moi, j'ai une question, surtout pour Sandrine Rousseau et Bernard Friot, mais tout le monde peut y répondre. J'aimerais savoir comment on peut concilier à la fois un droit à la paresse et... parce que c'est Paul Lafargue dans le droit à la paresse, il me semble qu'il voulait 3 heures de travail par jour. Donc comment on peut à la fois réduire le temps de travail et diminuer les inégalités et augmenter les salaires pour tous? Ça m'a l'air d'être beaucoup d'idées, mais comment est-ce qu'elles sont applicables? Comment est-ce qu'on peut mener des politiques publiques qui permettent toutes ces idées en même temps? Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez en profiter pour passer le micro? Mais allez-y, répondez peut-être, et puis ensuite vous... Ou alors, allez-y, posez votre question, comme ça, voilà. Vous posiez la question à un moment de est-ce que la gauche a oublié de parler de la valeur du travail? Mais j'ai l'impression aussi qu'historiquement, la gauche, et surtout la gauche qui avait été longtemps fidèle à une tradition plutôt marxiste, elle oubliait surtout elle n'oubliait pas de dire que le travail, c'était d'abord de l'exploitation. C'est d'abord l'exploitation des travailleurs. Et du coup, ici, est-ce qu'on n'est pas plutôt en train de débattre dans quelles conditions on considère qu'aujourd'hui, c'est acceptable d'être exploité? Enfin, voilà, pour moi, le travail, c'est d'abord l'exploitation des travailleurs. Sandrine Rousseau, vous voulez commencer? Déjà, moi, je ne crois pas qu'il faille augmenter les salaires pour tous. Enfin, je veux dire, il faut même diminuer les salaires des plus élevés. Et par ailleurs, il faut donner les moyens. Donc, il faut un salaire, que les bas salaires permettent de vivre dignement, ce qui n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'il faut ramasser l'échelle des salaires. Après, la question, c'est... Alors, je vais reprendre un peu les propos de Gorce, d'André Gorce. Je ne sais pas s'il y a des aficionados dans la salle, mais moi, j'aime bien ce qu'il écrit, notamment par cette extension de la sphère productive ou ce que Polanyi parle quand il parle de désencastrement. Bon. Ce que dit Gorce, c'est qu'en fait, le capitalisme progresse et trouve de nouvelles sources de profit en marchandisant, en rendant marchand de plus en plus de choses. Et il cite l'exemple... par exemple, du travail domestique qu'on fait faire via une relation marchande. On paye une femme de ménage, par exemple, qui vient faire le ménage pour ne pas avoir ce temps-là. Et il parle de plein d'autres choses comme ça qu'on a, en quelque sorte, les mouvements d'externalisation sont aussi des mouvements d'externalisation de l'autonomie. C'est-à-dire qu'en fait, on devient de plus en plus dépendant d'une relation marchande. Et moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très intéressant dans l'écologie à travailler sur les besoins et la subsistance. C'est-à-dire de quoi on a absolument besoin. Et qu'est-ce qu'on sort, du coup, de la relation marchande. Et en fait, c'est en cela que, pour moi, il y a quelque chose qui est tout à fait tenable entre et la réduction du temps de travail et la diminution de l'échelle des salaires et le fait qu'on s'émancipe dans et hors du travail, c'est qu'on restreint pour la première fois la relation marchande et on diminue son étendue. Et ça vaut pour la nourriture, pour l'eau, pour plein de choses. Et je pense que tant qu'on est dans cette espèce de course folle à acheter de plus en plus et à consommer de plus en plus, et cette course folle se fait forcément sur la base des bas salaires. C'est-à-dire que les emplois qui ont été parmi les plus dynamiques ces dernières années, et Dominique Méda en sait quelque chose, ce sont les emplois de service à la personne, qui sont des emplois profondément liés aux inégalités en fait, de salaire. C'est-à-dire qu'on a transmis et donné le travail qui était le plus difficile à réaliser à des personnes qui sont les plus vulnérables et qui sont les moins payées. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la valeur du travail
mais aussi du sens du travail et de ce que l'on fait dans le travail. Et autant les personnes qui travaillent auprès des personnes âgées sont aujourd'hui sans doute heureuses pour une part de ce qu'elles font, mais les conditions dans lesquelles elles l'exercent ne sont pas satisfaisantes. Donc en fait, on ne peut pas continuer une société comme ça qui étend de plus en plus la sphère marchande au prix d'une dégradation de plus en plus des conditions de travail. Donc diminuer la sphère marchande, ça permet aussi de financer une partie de la protection sociale nécessaire et de financer une partie de la redistribution dont nous avons besoin. Et par ailleurs, je rappelle qu'il y a une fiscalité qui est totalement absente de notre système social, et ça, moi, en tant que chercheuse, j'avais essayé d'esquisser des pistes de ce point de vue-là. C'est tout ce qui est polluant aujourd'hui coûte moins cher que tout ce qui est respectueux. Et cette fiscalité de la destruction, cette fiscalité de la pollution, même si il y a des débats sur le fait que la base va rétrécir, la base de fiscalité va rétrécir, mais ce signal prix-là qui n'existe pas et cette redistribution qui n'existe pas est aussi une source de financement d'un système social que l'on néglige, à mon avis, absolument dans les analyses économiques aujourd'hui. Bernard Friot. Il faut baisser, non pas le temps de travail, mais le temps consacré à l'activité directement productive pour pouvoir inclure dans le temps de travail le temps de la délibération. Je reviens à l'exemple de l'aéronautique à Toulouse et du bouillonnement qu'il y a eu pendant le premier confinement sur l'intranet de ADS, d'Airbus, etc., de la TECOR, etc. Et comme le disait très justement Laurent Berger, les travailleurs, ils aiment leur travail, ils savent ce qu'il doit devenir. Ils n'aiment pas ce que le capital fait de leur travail, bien sûr, mais ils savent ce que ce travail doit devenir. Et il faut partir d'eux, mais ça suppose du temps. Il faut que le temps de travail inclue le temps de la délibération. Qu'est-ce qu'on va faire de l'outil aéronautique à Toulouse? On ne va pas le détruire. On ne va pas non plus l'utiliser encore à faire de l'aéronautique à la con. Donc il s'agit d'utiliser, mais ça suppose un très long travail, ça, de délibération, d'expérimentation pour modifier l'outil, pour apprendre à l'utiliser autrement. Tout ça, ça doit devenir des temps de travail, des temps de délibération, de décision. Qu'est-ce qu'on va implanter comme type d'entreprise à Toulouse? Ben, pareil, il faut des assemblées locales qui en délibèrent. Tout cela suppose que le temps voué à l'activité directement productive diminue, mais ça ne signifie pas diminution du temps de travail dès lors que le travail devient le lieu de la politique, qui est exclu du travail aujourd'hui. Il s'agit qu'au contraire, ça devienne le lieu de la politique, parce que c'est le lieu, comme nous l'avons dit un peu tous, qui est un lieu d'expression de notre désir de bien commun, de contribution au bien commun. Est-ce qu'une hausse des salaires est possible dans une diminution du temps passé à l'activité productive? Mais oui, bien sûr, parce qu'il ne faut pas confondre valeur et richesse. Qu'il faille diminuer la richesse produite. Par exemple, nous produisons 1/3 de produits alimentaires qui sont gaspillés. Qu'il faille donc diminuer la richesse produite, ça paraît assez évident. Mais ça ne veut pas dire qu'on va diminuer la valeur. La valeur, c'est ce qui naît du travail. La richesse, c'est ce qui naît de la combinaison du travail et de la nature. La richesse nationale, c'est le nombre de, de tonnes de patates produites, de kilomètres SNCF faits dans l'année, de nombre de logiciels. Ça, c'est la richesse nationale. C'est la combinaison de travail et de nature. Mais ça, il faut qu'elle diminue dans nos pays, à nous en tout cas. Mais la valeur, le PIB, ça se mesure par le travail. Or, nous allons augmenter la valeur. Parce que si nous voulons passer de l'agrobusiness à une agriculture qui soit bonne pour les mangeurs, bonne pour les producteurs, bonne pour la terre, il faut beaucoup plus de travail vivant. Et non pas l'agriculture sans paysans que la FNSEA et l'Union européenne sont en train de nous inventer. Donc, on va donc pour créer
je ne sais plus quel est le rapport entre une pomme industrielle et une pomme produite dans des conditions normales, hors agrobusiness. Je crois que c'est un rapport de 1 à 30 en qualité nutritive. On va faire 30 fois moins de pommes pour la même qualité nutritive et il faudra plus de travail vivant. Donc on va augmenter la valeur. Il y a dans les théories de la décroissance une confusion entre richesse et valeur qui est dramatique. Il faut sortir de cela. La décroissance de la richesse, c'est pas la pauvreté pour tous. Sûrement pas. Parce qu'au contraire, nous allons sortir de la logique capitaliste qui est une logique d'élimination du travail vivant. Est-ce que nous pouvons payer des salaires supplémentaires alors même que nous réduisons la production de richesse ? Oui, aussi parce que nous allons tirer les leçons de ce que j'évoquais, la constitution de la production de 10% du PIB en matière de production de soins dans les années 60, telle qu'elle se fait sur un mode communiste, c'est-à-dire sans appel au marché des capitaux, rien, sans appel au partenariat public-privé, rien du tout, un très faible appel au crédit public, un petit peu de caisse dépôt et consignation, pratiquement rien, subvention de l'investissement par ce salaire socialisé de l'assurance maladie, professionnels du soin libérés du marché du travail parce que fonctionnaires, et soignants libéraux libérés du marché capitaliste du soin parce que passant convention à partir de 61 avec l'assurance maladie pour négocier des actes et des tarifs. Nous avons libéré le travail soignant. Quand les enquêtes sur le travail soignant dans les années 70, ce n'est que du bonheur. Aujourd'hui, ce n'est guère que du malheur, d'accord ? Parce que nous avons avancé du salaire. Et comment allons-nous avancer du salaire ? Si nous voulons que nous avions que les 50 millions de plus de 18 ans aient tous un salaire, et un salaire moyen, qui est le salaire moyen actuel, c'est-à-dire 2 500 € net par mois, dans une fourchette de 1 700 à 5 000 €. Eh bien, il faut que nous trouvions 1 500 milliards, ce qui est d'ailleurs le revenu disponible actuel, c'est 1 500 milliards. Mais nous allons les créer, ces 1 500 milliards, figurez-vous. La création monétaire, c'est fait pour ça. Et nous allons avancer par création monétaire ces 1 500 milliards de salaires et responsabilité, ça suppose une toute autre école, bien sûr, qui forme à la responsabilité économique, pas à la compétition sur le marché du travail. Ça, évidemment, une toute autre socialisation dès la jeunesse. Nous allons, avec ces salaires attributs de la personne, produire les 1 500 milliards de valeurs correspondantes. On en est parfaitement capable. Quant au travail exploitation, non, non et non. Voilà, je réponds non. Il y a eu des applaudissements à votre intervention. Je suis en total désaccord avec vous. C'est confondre le travail tel que le capitalisme le construit et le travail dans l'absolu. J'ai été très surpris, moi, comme prof d'économie puis de sociologie du travail, de voir dans des copies d'étudiants travail égale tripalium. Enfin, une étymologie à la mort moelle-neu qui est apparue, là, il y a une 50aine d'années, un truc qui ne veut rien dire du tout. C'est entièrement faux, l'étymologie de travail, c'est pas tripalium du tout. Hein, c'est le même mot que le travel anglais. Hein, c'est se déplacer en franchissant un obstacle. Étymologie magnifique. Hein, se déplacer en franchissant un obstacle. Pourquoi est-ce que la bourgeoisie laisse se répandre cette étymologie à la con ? Mais pour que nous naturalisions le travail tel qu'elle nous l'impose et que nous disions, le travail je m'en fous, la valeur je m'en fous, la monnaie je m'en fous, je vais faire une société de l'activité dans la transparence, une société qui n'existe pas, d'accord ? Et qui est une société de la démission collective. Dominique Méda. Sur ce dernier point, moi je pense qu'il y a une ambivalence de la notion de travail. C'est une notion aussi qui s'est construite avec différentes significations. C'est vrai que le travail peut être générateur de souffrance. Il est aussi, et c'est tout ce que le 19e siècle nous a expliqué avec Marx ou Hegel, il est un outil de puissante transformation de soi-même et du monde. Et je pense qu'on vit avec toute une série de différentes significations de ce terme de travail et qu'à nous de faire triompher celle, en effet,
effet, dont parle Bernard Friot. Et je voulais insister sur un point, mais tu l'as dit, hein, c'est cette idée que si nous nous engageons dans la reconversion écologique de manière sérieuse, on va avoir besoin de beaucoup plus de travail humain, beaucoup moins de machines certainement, et beaucoup plus de travail humain, et qu'il faudra donc qu'on soit capable de répartir cette plus grande quantité de travail sur l'ensemble de la population active, et qu'on ne sait pas très bien si à la fin, en effet, on aura individuellement une plus grande durée ou une moins grande durée de travail. Et donc la question décisive, ça devient celle de savoir qui décide de la production, qui décide de produire ce que nous avons à produire pour satisfaire les besoins essentiels de tous. Allez-y, Boris Vallaud. Bon, très rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites. Sur l'aliénation par le travail, oui, c'est une réalité du capitalisme le plus sauvage. Mais, dans la déclaration de 1889 de la CGT, ils font du travail la dignité du travailleur. Évidemment, c'est une friction en permanence, et l'émancipation est un combat permanent. Quand vous arrivez, je ne sais plus si ça s'appelle l'OIT ou le BIT maintenant, au Bureau international du travail, quand vous y arrivez, vous avez une fresque qui a été offerte, je crois, par les syndicats chrétiens, et l'intitulé de ce tableau qui avait été offert à Albert Thomas quand il était le premier président du Bureau international du travail, s'appelle le travail digne, je crois, ou le travailleur digne. Donc évidemment, nous, ce que l'on défend, c'est le travail digne et porteur de sens, pas le travail qui abîme, le travail qui précisément permet de ne pas opposer le loisir et le travail, l'un étant la condition de l'autre. Quand le métallo pose, après 36, le marteau pour pouvoir aller en congé payé, évidemment que c'est une conquête sociale et que les deux sont parfaitement liés. Juste rebondir, et après je vais rester sur ce que vient de dire Dominique Ménard, sur les enjeux à venir. Il y a des choses vertigineuses. ChatGPT, c'est un truc dingue. Parce que finalement, c'est toute la base électorale d'Emmanuel Macron qui est remplaçable par ChatGPT. Peut-être pas une mauvaise nouvelle. Mais je dis ça en plaisantant. Mais il y a un enjeu qui est considérable, c'est est-ce que nous aurons suffisamment de bras pour la transition écologique, suffisamment de cerveau et de bras, et pour cette société de la pleine santé, qui est un enjeu considérable. Et je crois que l'une des réflexions que nous devons avoir, c'est comment on laisse aux machines le travail de machine. Franchement, tant mieux si on dérobotise un certain nombre de travail qu'on confie à des humains. Moi, j'ai évoqué tout à l'heure les ouvrières de l'agroalimentaire. Chez moi, dans le sud-ouest, je les vois qui vident les saumons les mains dans la glace pendant des heures sans pouvoir parler à sa voisine parce que le bruit, c'est ça la réalité du travail. Rendons aux machines le travail des machines, tant mieux, rendons aux hommes le travail des hommes. Et on a besoin de défendre, j'allais dire, toutes ces femmes du lien. C'est Jean Rousseau, qui je crois qui intervenait, je crois, dans vos ateliers aujourd'hui, qui a fait un très beau bouquin, un très beau documentaire. C'est ça qu'il faut défendre. C'est au fond la revanche sur l'individualisme de cette Covid. On n'a jamais eu autant besoin les uns des autres, mais on a besoin tout autant les uns des autres quand les choses vont bien. C'est d'ailleurs la condition pour que ça aille bien. Donc libérer du travail pour, au fond, être plus attentifs les uns aux autres, c'est pas mal. Alors, Coco, à l'américaine, ça peut se faire tout de suite si. Donc, pour vous, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, l'émergence de l'intelligence artificielle. Ça peut permettre de des emplois. Les défis sont vertigineux, on les mesure pas. C'est comme, évidemment, un certain nombre de grandes révolutions industrielles. Ce qui est vertigineux, c'est qu'on ne semble prendre la mesure du fait que ceux qui pourront être remplacés, c'est les professions intellectuelles. En tout cas, évidemment, pour une part. Il faut qu'il y ait une éthique des sciences en toute chose et en matière d'intelligence artificielle comme en tout autre, mais faut-il s'en inquiéter? Il faut le réguler. Laurent Berger, l'intelligence artificielle, c'est un truc qui vous préoccupe? Ah oui, moi je trouve que c'est préoccupant. Il n'y a rien qui est possible sans qu'il y ait derrière un homme ou une femme qui le construise. Donc moi je pense qu'il faut le réguler, mais il faut quand même s'en méfier terriblement. N'oublions pas qu'aujourd'hui, nombre de travailleurs, pas tous salariés d'ailleurs, sont gérés simplement par des algorithmes. Et que le management algorithmique, ce n'est pas une formule, c'est une réalité dans beaucoup d'endroits. Il suffit d'aller dans quelques entrepôts de logistique pour s'apercevoir de cela et comment la technique non régulée, contrairement à comme le dit Boris, peut créer. Moi, je veux revenir sur un truc, c'est le travail, ce n'est pas systématiquement l'exploitation des travailleurs. Les deux plus grandes organisations syndicales de ce pays, moi, vous savez, on a parlé de la CES, qui avait peut-être fait une erreur en parlant je ne crois pas d'ailleurs, de limitation des rémunérations, etc. C'est 48 millions de travailleurs organisés en Europe. En France,
les deux plus grandes organisations, chacune individuellement, c'est plus d'adhérents que tous les partis politiques confondus de ce pays et que toutes les organisations collectives de ce pays. Je ne dis pas ça pour provoquer, je dis ça pour dire qu'on ne peut pas parler du travail sans les travailleurs. Et que moi, je me suis astreint, et c'est pour ça que j'ai écrit comme ça, à aller les voir toutes les semaines. Et j'ai eu un souvenir douloureux d'une des rencontres. C'est quand je suis arrivé dans une entreprise avec une assemblée de salariés, pas adhérents, etc. Et j'ai dit, bon, ici, c'est quoi les problèmes? Et qu'on m'a répondu, pourquoi tu veux qu'on parle de nos problèmes et pourquoi tu ne veux pas qu'on parle d'abord de notre travail? Et donc, la question de la dignité, la question de la reconnaissance, et bien ça, moi je le dis, puisque c'est le débat et puis que je peux me permettre maintenant à 3 semaines de me barrer, je pense que si la gauche ne reprend pas par ce bout de la dignité des travailleurs, de leur réalité concrète, d'un travail qui abîme parfois, mais qui rend heureux, où on noue des amitiés, où on tombe amoureux, où on peut également... la preuve, où on peut également... Là, vraiment... je ne connaissais pas tes talents de marieur, Boris. Merci, Coco, hein. Mais où on peut également, se réaliser, être fier de ce qu'on fait. Vous savez, moi, je le dis aussi, ma première expérience, c'est celle de mon père au travail. Quand le bateau sortait des chantiers de l'Atlantique, on avait le sentiment, à tort ou à raison, ça dépendait des fois, parce qu'il était quand même assez militant, donc pas toujours à son poste de travail, mais qu'il y avait une partie de son travail qui partait avec. Il y avait une forme de fierté ouvrière. Si on ne remet pas cette question de la fierté ouvrière au centre, je pense que la gauche, elle va passer à côté du débat du travail. Je le dis comme je le pense. Si on ne parle pas des travailleurs, les travailleurs, ils iront voir ailleurs. Une dernière question, peut-être? Oui, pardon. Sandrine, on pardon, Sandrine, allez-y. Juste, là-dessus, oui, on parle de fierté des ouvriers, mais du temps où votre papa sortait des chantiers navals, j'imagine qu'il y avait un dialogue social, qu'il y avait des organisations collectives, qu'il y avait un temps de travail qui était plus encadré. Sandrine, c'était la période des 30 Glorieuses. Oui, la période des 30 Glorieuses. Oui, la période des 30 Glorieuses, c'est la période où ils revenaient beaucoup plus abîmés du travail physiquement que ce qu'est la réalité, parce que depuis, on a obtenu un certain nombre d'équipements de protection individuelle et de garantie en termes d'organisation de travail. C'était la période où on appelait ça les 30 Glorieuses, où les femmes étaient à la maison. Bah, je sais. Elles étaient pas. Oui, vous le savez, c'était la période où pour produire, on tirait sur l'environnement comme des bêtes, sans aucune considération pour le respect de l'environnement, etc. C'était pas les 30 Glorieuses. C'était pas glorieux. C'était aussi un moment d'exploitation pour le travail. C'était un moment où, certes, au niveau salarial, on arrivait à négocier parce qu'il y avait peu de chômage, mais c'était pas la période magique du dialogue social. Hein. Ah mais j'ai pas dit que c'était la période magique. Je dis juste qu'il y avait une organisation sociale qui permettait cette fierté ouvrière. Et qu'en fait, aujourd'hui, on a tellement déconsidéré le dialogue social, l'encadrement du travail, le droit du travail et même le sens du travail. On a tellement poussé loin l'ubérisation, la chaîne, la tension vis-à-vis des salariés qui sont en première ligne vis-à-vis des clients. On a tellement tendu la relation de travail qu'en fait, aujourd'hui, cette fierté ouvrière, elle ne peut plus être parce que la relation de travail n'est pas la même. Et en effet, cette fierté ouvrière, elle se nourrissait aussi d'une structure sociale où en effet les femmes étaient au foyer, où en effet on allait chercher les ressources naturelles pas chères, etc. Et donc il y a une espèce de nostalgie aussi, je trouve, d'aller chercher l'ancienneté d'une relation de travail qui aujourd'hui ne peut plus exister. Et c'est pour cela que je pense que le futur de la relation de travail, c'est aussi une forme de redonner une autonomie aux salariés, ce qui n'était pas le cas des 30 Glorieuses, ce qui n'était pas le cas du monde ouvrier, fordiste et taylorien. Non, vous avez raison, mais juste pour aller là-dessus, c'est que c'était aussi la période où la gauche avait des travailleurs en son sein. Je suis désolé de le dire comme ça, où la gauche avait des ouvriers dans ses responsables, où la gauche avait dans ses sections locales, etc., des gens qui exerçaient ces fonctions-là. Aujourd'hui, la fierté ouvrière, elle continue d'exister. On a parlé de l'agroalimentaire, je peux vous raconter quelques visites d'abattoirs dans des conditions assez difficiles, mais où la fierté ouvrière, elle existe encore. Le seul problème, c'est qu'il faut aller la chercher. Et il ne faut pas laisser d'autres exploiter la question du travail en la rendant comme une valeur morale, ce qu'elle n'est pas, mais en lui donnant de la valeur et de la reconnaissance et de la dignité. Et moi, je crois, mais je le dis en étant un peu bientôt extérieur, je crois que c'est ça l'enjeu de ce qui va se poser dans les prochaines années pour la gauche.
C'est vraiment dommage qu'on doit bientôt se quitter parce que ça commence à devenir amusant. Une petite dernière... Ah, je vois plusieurs mains qui se lèvent. Ah, bon, allez-y, monsieur. Mais est-ce que vous avez un micro? Attendez, il faut un micro impérativement. Où est le micro? S'il vous plaît. Non, descends pas. Là. On va accueillir les nouveaux adhérents. J'aimerais bien lui prendre ce genre de truc. Oh là là, c'est un travail collectif, cette question. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors moi je suis étudiant en socio-anthropologie et un des premiers trucs qu'on nous dit, en fait, on nous fait lire des gens formidables comme Roland Barthes, Michel Foucault, des trucs incroyables, et on nous dit la linguistique c'est important. Les mots qu'on utilise ont un sens parce qu'ils ont été déterminés socialement. Et à ce titre-là, donc j'ai une question très courte qui s'adresse particulièrement à Monsieur Berger et Monsieur Friot. Je serais curieux d'entendre votre conception là-dessus. Une distinction qui n'a pas été faite et qui est relativement ambiguë entre deux termes bien précis. Quelle est la différence entre l'emploi et le travail? Merci. Ah, revenons aux fondamentaux. Laurent Berger. D'abord, moi je le dis aussi, trop longtemps le syndicalisme s'est désintéressé du travail parce qu'on a été préoccupé par les questions d'emploi. Moi je le dis, je viens d'une région où il y avait 18% de chômage quand j'ai commencé à m'engager syndicalement. On était omnibulé par le fait de ne pas perdre son travail, ou son emploi, ou d'en retrouver. Le travail, c'est l'acte de réalisation d'une tâche, d'une finalité intellectuelle ou manuelle, les deux souvent, parce qu'on ne fait pas de manuel si on ne fait pas de l'intellectuel non plus, contrairement à ce qui se répand ici ou là. Et donc, ce n'est pas la question du contrat, du statut, etc. C'est la question de l'acte qu'on réalise et de la reconnaissance qu'on en tire, les conditions dans lesquelles on le fait, etc. Et donc, en tout cas, syndicalement, et moi je ne suis pas un intellectuel, je suis un praticien syndicaliste, syndicalement, on a trop longtemps agi sur les questions d'emploi, ce qui a amené les logiques de baisse de coût du travail, etc., pour que les logiques d'emploi, ce qui n'a pas été sans résultat. Moi, aujourd'hui, l'endroit d'où je viens, à Saint-Nazaire, il y a un taux de chômage qui est autour de 6%. Il était, je le rappelle, 18% quand j'y étais conseiller d'insertion professionnelle. C'est à peu pas exactement la même ambiance dans la ville, si vous voulez mon avis. Mais on a oublié ce qui est on a oublié de parler du travail. Et donc, moi, je suis d'une génération du chômage de masse où, si tu avais un boulot, c'était déjà pas mal. Mais on oubliait de parler de les conditions dans lesquelles on l'exerçait, la reconnaissance salariale, mais pas que, les conditions de travail, la finalité, etc. Et c'est ça, encore, je crois, la différence, c'est qu'il faut qu'on parle du travail et pas simplement de l'emploi. Parce que, par exemple, la gauche, ces 20 dernières années, elle n'a pas oublié de parler de l'emploi. Pas toujours tout réussi, mais elle n'a pas oublié de parler de l'emploi. Mais on a oublié de parler du travail. Vous ne pouvez pas vous adresser à des citoyens à des moments donnés et avoir le sentiment que vous niez une réalité qui est à peu près la moitié, enfin pas la moitié, mais un tiers de leur journée. Et donc le travail, c'est la façon dont on vit le moment où on est dans un lien de subordination, on pourra en parler pendant longtemps, mais où on est pour autant un citoyen, une personne qui mérite d'être considérée et respectée. Bernard Friot, c'est vous qui aurez le mot de la fin. Je vous dis juste qu'on est déjà en retard d'1 minute, donc si vous pouviez... L'emploi est une conquête, c'est une conquête sur le paiement à l'acte. Je vous renvoie à ce très grand ouvrage qui s'appelle « L'institution du travail » de Claude Didry. C'est un sociologue du droit du travail qui analyse son évolution depuis la Révolution française et qui montre comment le Code du travail de 1910, c'est l'obligation pour les capitalistes de devenir employeurs. Un capitaliste ne veut jamais être employeur parce que la valorisation de son capital, elle se fait à l'échelle mondiale, à la nanoseconde. S'il englue son capital sur un territoire avec une production donnée, un collectif donné, il met en difficulté la valorisation de son capital. Et donc, et puis il aime bien que les relations de travail se jouent dans la fiction de l'égalité des parties du droit commercial. C'est pour ça que vous avez le retour avant 1910, Uber, tout ça, c'est le retour avant 1910. Donc l'emploi, c'est-à-dire l'obligation pour les capitalistes de ne plus être des donneurs d'ordre qui achètent de l'ouvrage fait, mais des employeurs, c'est un progrès dans le cadre duquel, parce qu'il y avait reconnaissance de la subordination, des tas de droits ont été conquis, qu'il ne s'agit pas de voir disparaître. La distinction entre temps de travail et temps de non-travail, c'est santé au travail, IRP, enfin, des tas de... Le contrat de travail était l'occasion, l'emploi donc, de conquérir des droits très importants. Cela dit, ça a été dépassé.
Ça a été dépassé parce que j'ai surtout travaillé le devenir des conventions collectives et celui de la fonction publique au cours du XXe siècle. C'est un peu l'objet de mon travail, de la sécurité sociale. C'était dépassé parce que la CGT en particulier avait conscience, nous sommes avant-guerre, avant la Seconde Guerre, avait conscience que ce n'est pas nous qui décidons du poste de travail. Et tant que c'est le poste de travail qui est le support des droits, il y a quelque chose qu'il faut continuer à conquérir. Et c'est pour ça que toute l'ambition de la CGT, et ça se manifeste particulièrement lorsque les communistes sont sur un certain nombre de postes ministériels à la fonction publique, à la production industrielle, au travail en 1946, c'était de faire passer la qualification du poste à la personne. Que ce soit la personne qui soit qualifiée et non pas le poste. Et qu'on aille donc au-delà de l'emploi. Et l'au-delà de l'emploi, c'est ce qu'il faut maintenant que nous conquérions pour tous. Évidemment. Le travail, c'est ce qui exprime, je vais dire des choses qui sont peut-être pas bien dites, je suis encore un peu balbutiant sur la question, mais je me lance. C'est ce qui exprime notre vocation de genre humain. Nous avons, avec le reste du vivant et de la nature, nous avons eu un rapport de surplomb totalement absurde qui nous mène à l'impasse écologique et anthropologique absolue dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais reconnaître que nous sommes une espèce vivante parmi d'autres ne nie pas le fait que nous avons un rapport réflexif au reste du vivant, à la nature, sans commune mesure, avec quelque autre espèce vivante que ce soit. Et que nous avons une responsabilité. C'est ça, le travail. On va donc terminer sur ce beau mot de responsabilité. Qui est le mot cœur du communisme, la responsabilité au travail. Voilà, et sachez que les ouvrages de nos débatteurs sont disponibles à la librairie Le Bonheur, qui est à l'extérieur. Et voilà, merci à tous d'avoir été si nombreux. Ne ratez pas tout à l'heure le premier débat public des 4 leaders de la NUPES. Et voilà, à très vite. Merci.